On s'en va à la première période. Rencontrer un joueur actif de la Ligue nationale, Pierre-Luc Dubois. Tellement le fun. On est chanceux d'avoir des joueurs actifs qui viennent se prêter au jeu, qui nous permettent de poser des questions. La poche bleue. On sort un peu du média traditionnel. On veut les emmener ailleurs. Pierre-Luc Dubois, j'ai hâte de l'entendre. Il y a eu des petites chicanes les dernières semaines. Je pense que ça va être le fun pour nous d'avoir la chance d'y parler. Pierre-Luc, comment vas-tu? Ça va bien, ça? Oui, ça va très, très bien. Merci d'être là. Merci d'être à la poche bleue ce soir pour nous. Là, oui, on aime ça recevoir des athlètes, des anciens joueurs, mais je pense des gars actifs, surtout dans la situation de la pandémie qu'on a en ce moment avec la bulle, tout ce que vous avez vécu. C'est le fun de pouvoir vous poser des questions. Justement, on va starter tout de suite avec la bulle. C'était comment? C'était-tu difficile, comme les gens disent? Oui, ben c'était correct. Je pense que l'Agnacer a fait une bonne job. Garder ça sécuritaire, c'est nous donner quelque chose à faire aussi. Je pense que quand les games ont commencé, ça l'a aidé. Ça nous a donné quelque chose à faire un peu plus, là. Je pense que les 5 premiers jours, il fallait rester comme dans nos chambres pas mal plus. On faisait juste pratiquer. Fait que ça... Mais quand les games ont commencé, on jouait à jour, fait que c'était pas super. Pierre-Luc, je l'ai vécu avec Guillaume aussi. Là, quand tu es dans les playoffs, tu es avec tes teammates à l'hôtel, ça roule, tout ça, c'est le fun, tu joues aux cartes, tu t'amuses, tu sens que l'esprit d'équipe là, est à un autre niveau. Par exemple, dans cette situation-là, est-ce que ça devenait trop long ou c'était correct? Oui, mais c'est correct. On avait le lounge d'équipe puisqu'on on avait la table de ping-pong là aussi. Je pense que c'est drôle, comme la première semaine, tous les gars sont excités, tous les gars sont contents, on est tous ensemble. Je pense qu'après une semaine, les gars, ça commence à réaliser qu'ils manquent leur temps un peu à eux tout seuls. Mais en général, ça s'est mieux passé. Comme j'ai dit, quand les games ont commencé, on n'avait pas vraiment de temps juste à s'asseoir et rien faire. T'sais, on pratiquait, puis après ça, on relaxait. Fait que c'est pas si pire que ça, mais à la fin, ça faisait du bien d'être dans ta chambre tout seul. Ben justement, est-ce que vous aviez je pense que c'est les Islanders contre. Non, c'est Vegas contre Dallas, je crois, qui étaient dans le même hôtel et qui prenaient les mêmes restaurants. Avez-vous eu d'autres équipes que vous avez croisées quand vous étiez dans la bulle à Toronto? Ouais, un peu. Là, tu vois, les équipes, ils essaient de garder une distance. Fait que quand nous, on pratiquait, il y avait d'autres équipes qui n'étaient pas à l'hôtel, des choses comme ça. Mais moi puis Texier, il y avait un lounge comme pour toutes les équipes dans l'hôtel à Toronto. Mais nous, on pensait que c'était juste à nous autres. Fait qu'on jouait au spike ball. On n'avait pas de chandail. On jouait au spike ball. On courait partout. Puis il y a une équipe qui est rentrée. Puis on a juste mis nos chandails. On est parti. C'est un peu embarrassant, là, mais on a vu pas mal toutes les équipes, là. OK. Puis, hey, Pierre-Luc, on va retourner en arrière. Là. Je pense que c'est plus facile si on y va en ordre. Là. On va revenir au repêchage. Si j'étais toi, là, si j'avais eu la chance d'être repêché en première ronde, tu es assis, tu attends d'être repêché. Le Canadien est 9e. Est-ce que tu avais des doutes que tu t'en allais 3e? Parce que moi et Guillaume, on parlait de ça. C'est un GM, un directeur général finlandais. Il y a un Finlandais qui est proche de 3, mais il est sorti 4, puis il prend toi. Est-ce que tu t'en attendais ou t'étais-tu stressé? Est-ce que tu espérais glisser jusqu'au 9e rang? Comment ça s'est passé pour toi, ta journée de repêchage? Ouais, ben, vous savez comment ça se passe. Il y a beaucoup de rumeurs. Il y a toujours des rumeurs, des échanges qui vont peut-être arriver, des équipes qui veulent peut-être plus leur choix, des équipes qui vont monter des choses comme ça. Fait que j'avais entendu tellement de rumeurs. Je savais que Columbus était intéressé. Tout le monde pensait qu'il allait repêcher Puljujarvi 3e. Mais après mon meeting au Combine avec eux, je suis allé à Columbus. J'ai rencontré encore toute l'organisation. Je fais le tour de la ville. J'ai rempli des questionnaires comme 2 semaines avant le repêchage. Fait que je me disais, pour une équipe qui est 100% sûre de repêcher un autre gars, je sais pas pourquoi ils continuent à m'envoyer des questionnaires à remplir s'ils ne vont pas me repêcher. Fait que j'avais comme un petit doute. Puis là, tu sais, quand le repêchage est arrivé, la journée, même le pick 1 puis 2, tu sais, j'entendais encore des rumeurs que ça se fait qu'il se passe quelque chose, je ne savais pas. Puis là, quand j'ai vu les caméras s'en venir puis tout, puis j'ai vu Tort, il était assis à la table de notre équipe, il s'est tourné de bord puis il m'a fixé pour 5 minutes. Fait que là, je savais que ça allait être moi. Toi, t'as-tu donné de la merde avant d'arriver dans l'équipe comme ta cravate n'est pas droite ou. Non, mais c'était ma fête, le jour du repêchage. On a la même fête. Fait que, il m'a juste dit bonne fête, puis ça a fini là. Mais ouais, c'était. Ils m'ont dit que la première journée, parce que tout de suite après, on s'en allait à Columbus pour le camp de développement.
Puis ils m'ont dit, le soir après, on dit, va profiter avec ta famille, va souper, va avoir du fun avec eux. Tu n'as pas encore célébré le repêchage. Fait que tu as un vol pour 7 h du matin pour Columbus. Mais c'est pas grave, on a une petite journée, on n'a rien la journée. Fait que j'ai dit, OK, c'est bon. J'ai mangé, j'étais avec ma famille, j'étais me coucher comme à 3 h du matin. Prends le vol à 7 h, j'arrive à Columbus, on va à l'aréna. OK, bon, on change, les gars. On s'en va faire 3,4 km sur la piste. Ben non, à la course, ça? À la course, ouais. Fait que il fallait faire en 12 minutes. Je l'ai fait en 13,54. Puis, pour ça, ils m'ont dit, il va falloir que tu travailles ton cardio. Je suis arrivé au camp, je l'ai fait comme en 12-11. Ils ont dit, t'as travaillé très fort cet été. Dit, oui, j'ai travaillé fort, mais aussi, je me suis couché à 3 h du matin. Mais, fait que là, ils t'ont dit, il n'y a rien. T'as volé, t'es arrivé là-bas, puis t'as couru. Ouais, ils m'ont dit, il n'y a rien, on fait rien de trop intense. Fait que tu vas célébrer avec ta famille. J'avais toute ma famille là, j'avais des amis en plus. On était 25-30. Fait que on a eu une bonne soirée, mais j'étais pas prêt la main. C'est vrai que ben, dans le fond, c'est vrai, là, Max, pour moi, mettons 3 km en 12, c'est facile, honnêtement. Là. C'est rien pour vrai, là. J'y comprends, moi, là. Mais, un petit jog. Un petit jog. Mais tu sais, au-delà de sortir troisième, t'es le repêchage d'Austin Matthews puis Patrick Laine. C'est deux vedettes qu'on savait qu'elles allaient performer dans la Ligue nationale. Ça aussi, quand tu reviens junior ou quand tu es repêché, c'était troisième au total, c'est une pression qui vient d'être le troisième après deux vedettes. Oui, c'est sûr. Même avant le repêchage, tout le monde parlait du 1, 2, 3. Tout le monde pensait que ça allait être Matthews l'année, puis après ça, c'est sûr, ça aurait pu Garvey. Fait que juste de sortir là, en avant de lui, c'était déjà la pression. Lui a joué sa première année, je pense qu'il a joué 18 games en haut. Moi, j'ai été redescendu. Il y avait du moment où je me suis fait repêcher au moment où je me suis fait couper, il y a de la pression. Puis après ça, toute l'année, tout le monde, 80 juniors, tout le monde s'attendait à ce que je fasse. J'avais fait 99 points comme en 58 games ou 62 games, quelque chose comme ça. Tout le monde s'attend à ce que tu fasses 120 en 50. Fait que quand je ne l'ai pas fait, tout le monde, c'était bon, c'est pas le bon choix, des choses comme ça, mais tu as encore juste 18 ans. Tu as encore beaucoup de temps à te développer. Quand tu arrives dans une organisation comme Columbus, puis je veux pas amener de négatif sur l'organisation, parce que je trouve que c'est une belle aréna, les fans sont super cool, tout ça, mais on voit qu'il y a une certaine difficulté à attirer des agents libres et tout ça. Puis l'an passé, les Panarin, Bobrovsky sont partis. Toi, tu es un leader, tu es un joueur étoile. Tu sais qu'un jour, tu veux gagner la Coupe Stanley. Comment tu vis ça, cette situation-là, que tu sais que c'est pas la destination numéro 1, mettons, d'un scoreur de 50 buts de signer à Columbus, mais en même temps, il faut que tu continues de performer puis que tu sois le leader d'une organisation là, qui est un peu différente des marchés comme, mettons, Boston, Chicago, Montréal et tout ça. Oui, ben, comme tu as dit, on est dans une situation un peu différente. L'été passé, perdre Bobrovsky et Panarin Duchesne. On a signé Nyquist, que c'est un très bon joueur. Il a été super bon pour nous autres cette année. Mais c'est vrai que c'est une situation un peu différente. Mais je pense qu'il repêche bien depuis un bout. On a une identité, on essaie de respecter notre identité, jouer de la façon qu'on peut gagner. Mais ça fait partie un peu du projet de comment on peut faire gagner. L'année passée, on a battu Tampa en première ronde. C'est la première fois que l'équipe passait à la première ronde des séries. C'est comme si on avait gagné une Coupe Stanley dans la ville. Après ça, cette année, battu Toronto. C'est différent parce que c'est une équipe qui a moins d'histoire, mais c'est toi qui crée l'histoire. D'un côté, c'est différent, mais de l'autre côté, tu peux faire l'histoire plus facilement. Qu'est-ce qui, justement, vous étiez, votre équipe, vous êtes là, puis après ça, ces gars-là partent. Qu'est-ce que tu as vu dans le changement? Tu parlais, vous avez battu le Lightning l'an passé. Cette année, vous arrivez Qu'est-ce que tu as vu dans le changement de cette équipe-là? Y avait-tu des changements pour faire en sorte que tu gagnes en 4, puis aujourd'hui, cette année, ça a été plus difficile? Oui, ben, notre équipe, quand les gars sont partis, je pense qu'on a encore beaucoup de confiance dans notre noyau. On savait qu'il y a des bons joueurs. Tout le monde disait qu'on allait être une équipe de loterie, mais nous, on savait qu'Orsaro il allait être un très bon gardien. Elvis aussi. On savait que Jones puis Rancy étaient capables de prendre un autre step. Des gars comme Bjorkstrand, Atkinson, des Texier, n'importe qui. On savait qu'il y a des gars qui ont des bons joueurs de notre équipe. Puis là, cette année, on n'a pas eu de Tampa. C'est une équipe un peu différente, un petit peu plus complète. Je pense que comparé à l'année passée, il dépendait moins du powerplay, il dépendait moins de certains joueurs.
Et je pense que c'est une équipe un peu différente, mais tu vois Kucherov et Point qui jouent encore super bien. Ah non, On parlait, le timing est bon, on parlait à Vinny Lecavalier la semaine passée. Puis d'une certaine façon, on le voit un peu là, dans lui, là, un grand joueur talentueux qui est capable de jouer physique et tout ça. C'est dur de passer encore, désolé, là, on vient sur Torts, là, mais lui, il disait dans le fond que Tortorella était très dur, mais quand arrivait le temps des séries éliminatoires, il était relax, puis il était pas stressant pour les gars, mais on a vu autrement à la télévision. Tu peux-tu nous dire un peu ce qui s'est passé? Puis en passant, là, ta réaction est incroyable. Après, tu as dominé complètement sa glace, là, les matchs après. Ouais, je ne savais pas si tu en allais où avec ça au début quand tu as dit qu'il était inséré, il laissait aller. Genre, je sais pas, peut-être avant, là, mais ouais. C'était pas la première fois que ça arrivait, quelque chose comme ça. C'est un coach d'intense qui veut gagner. Moi, c'est la même chose. Je suis intense, je veux gagner. Ça m'a pas motivé, ça m'a pas démotivé. C'était juste comme... Dans ma tête, c'est juste le coach n'est pas content. Au lieu de te parler et de crier après, mais tu sais, le message reste le même. Il veut que je joue mieux. Puis la game d'après, ben, que ça soit... Je pense que c'est notre pire game des séries. Ce game-là, c'est game 2 contre Toronto. Je pense que c'est notre pire game des séries. Fait qu'il m'a crié après ou qu'il m'a pas crié après, je voulais quand même avoir un gros match. Ça n'avait pas vraiment rapport avec notre conversation. Ben justement, est-ce que quand ça arrive sur le banc, tout le monde en parle, tu sais, les médias à Montréal, comment que c'est, là? Ça a fait une grosse boule, là, mais il reste... Avez-vous un meeting ensemble? Prenez-vous le temps de vous asseoir puis jaser entre 4 murs, 2 hommes, puis 2 cafés, puis on prend 10 minutes, puis on jase, ou c'est... Je t'ai dit ce que j'avais à dire, arrange-toi. Ouais, je t'ai dit ce que je t'avais à dire, puis on passe à autre chose, là. Non, c'est ça. Et pour lui, je pense, ça fait 3 ans que je joue pour lui. Pour lui, il n'y a rien de personnel. Fait que quand il te crie après comme ça, c'est pas parce qu'il t'aime pas, c'est juste parce qu'il veut que tu te réveilles. Fait qu'il passe à autre chose. Je pense 10 minutes après, il ne se souvient même plus. Ouais, je pense que qu'est-ce qu'il dit, Guillaume, puis si Simon est capable de trouver le clip justement de Vincent, tu as raison, parce que quand tu es dans le moment, c'est difficile là, de dealer avec un entraîneur comme ça, mais je pense que je l'ai fait moi aussi, là, pas dans ta situation, mais avec Ken Hitchcock. Ça fait mal, puis c'est plate, mais quand tu regardes en arrière, ce gars-là, tu réalises qu'il t'a aidé grandement. Je veux juste qu'on écoute tu Vincent. Regarde à long terme, je pense qu'il m'a rendu meilleur vraiment à long terme. Là. Aujourd'hui, une fois que je suis en retraite, là, il m'a vraiment aidé ces dernières années. C'est drôle, j'ai dit ça. J'ai dit, hey, 17 ans plus tard, là, puis il est parti à rire. Je réalise que tu as fait des bonnes choses pour moi, puis il est comme parti à rire. Mais non, il fait des bonnes choses, mais c'est top de jouer pour lui. Là. Vraiment difficile. Et je voulais revenir là-dessus sur ton expérience junior majeur. Ça semble un peu là, 2 différents sujets, mais le fait d'aller loin au Cap-Breton, junior, il faut quand même, d'une certaine façon, que tu deviennes mature là, du jour au lendemain. C'est loin, c'est difficile, tu es loin de ta famille. Est-ce que tu penses que ça a joué un rôle dans ta maturité, justement? Comment manager tes relations avec tes entraîneurs? Comment manager quand il faut que tu t'occupes de toi-même et tout ça? Oh ouais, vraiment, vraiment. Quand je me suis fait repêcher à Breton, ma mère n'était pas super contente. Je m'en allais à la maison, mais mon père, pas que mon père voulait que je parte à la maison, mais mon père savait que pour moi, à partir de 12 heures de Rimouski, ça peut être quelque chose de bien, ça peut être quelque chose, comme tu as dit, que tu deviens plus mature. Tu restes quand même en pension, c'est pas comme tu es dans un appartement, mais tu n'as pas tes parents, tu n'as pas quelqu'un qui dit entraîne-toi après la pratique ou reste à la glace, va te coucher à 10 heures le soir. Honnêtement, je pense que ça, c'est une des meilleures choses qui est arrivée pour ma carrière, de partir loin de la maison. Justement, tu vis de l'adversité en t'en allant loin de la maison, mais après ça, pour ton dernier segment de ton parcours junior, tu t'en viens avec l'Armada de Blainville-Beaubriand. On parle d'un entraîneur qui est quand même tough, puis qu'on connaît ici avec le Rocket de Laval, c'est Joël Bouchard. Joël, t'es comment? C'était quoi comme coach junior? Puis est-ce que tu vois Il est-tu tough? Ça a l'air qu'il est dur, Joël. Ouais, Joël, c'est drôle parce qu'il a une bonne relation avec ses joueurs. Il veut être proche de ses joueurs. Il te demande comment tes parents ils vont, il te demande comment l'école ça va. La première fois, quand j'ai su que je me faisais changer à l'Armada, je m'en allais au championnat du monde. Puis lui, c'était le directeur général de l'équipe. Fait que, mon agent m'appelle, il dit « T'es changé à Blainville, tu t'en vas à Montréal en ce moment pour le camp, tu vas voir Joël. »
tu peux y parler. Puis là, moi, je vois Joël au fond du couloir, puis il me voit. Là, je marche vers lui, je me dis, bon, c'est une bonne poignée de main. Il ouvre ses bras, puis il me donne un gros câlin. Il dit, bienvenue dans l'équipe de l'Armada. J'ai fait, OK. Je ne m'attendais pas à ça, un câlin au lieu d'une poignée de main. Mais là, les gars ils me disaient, c'est quelqu'un qui va être proche de ses joueurs, comme il veut que ses joueurs ils se sentent à l'aise. Puis ça a été vraiment une bonne expérience avec Joël. Puis est-ce que justement, c'est parce que je veux pas l'année de l'Armada, tu sais, je regardais les noms, là, Alexandre Alain, Joel Teasdale, Melançon, Barré-Boulet, Yvan Mongo, puis j'en oublie, là, vous aviez un line-up débile, honnêtement, là, vraiment solide. Ça doit être dur de partir d'une organisation puis rentrer dans un alignement avec tellement de joueurs vedettes à un si jeune âge quand tu es the next thing, tu es sorti 3e overall, là, ça doit être quand même une pression puis difficile de rentrer dans un groupe. Ouais, ben c'est la première fois que je me faisais changer. C'est une nouvelle équipe, tu arrives à 18 ans. On avait une bonne équipe, comme tu as dit, on avait la pression. Mais les gars, j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de fun avec les gars à Blainville. Du moment où je suis arrivé là, c'était comme si j'avais joué là pour 3-4 ans. Je parle encore à ces gars-là en ce moment. J'ai vraiment beaucoup de plaisir. Avec eux, avec le coaching staff, tout le monde a fait en sorte que je me sentais à l'aise depuis le premier match que je suis arrivé là. Après, j'ai joué, je pense, une game. Après ça, Joël m'a donné une semaine de congé pour après le championnat du monde. Fait que c'était vraiment parfait ce qu'on fait pour moi. Est-ce que... Ouais, vas-y, Max. Je te pose une des dernières questions avant de rentrer ton père. Je sais pas si le party des recrues, Max. Le party de recrues, oui, c'est important. Ça, on peut en discuter devant ton père, justement, mais je vais te poser une question, puis je veux pas que tu apprennes comme un drame ou de quoi. Là. Tu réponds comme tu veux. Tu es un des meilleurs joueurs de la Ligue. Tu es RFA cette année. Est-ce qu'il y a une certaine crainte pour toi justement de te faire un offre hostile ou dans ta tête à toi, ça fait pas partie de la game? Parce que mettons, dans notre temps, nous autres, c'était pas commun. Là, on a vu des Shea Weber, des Ryan Kessler se faire des offres hostiles, mais avec ton talent, puis cette année, là, c'est pas facile de trouver un centre de ton calibre. Est-ce que ça te trotte un peu dans la tête ou non? Pas vraiment. Il reste encore beaucoup de temps. On ne sait même pas quand la saison va recommencer. C'est quelque chose comme ça qui se produit. C'est pas vraiment... ce ne sera pas à cause de quelque chose que j'ai fait dans le présent. Ça va être à cause que j'ai de mes games avant. Fait c'est pas vraiment dans mon contrôle. C'est plus mon agent. Fait que c'est pas vraiment quelque chose qui me passe par la tête. Avant de rentrer ton père, je veux qu'on tombe là-dedans. Là. Une anecdote de party de recrue, une anecdote de ces événements-là. Moi puis Max, on a compté que je pense qu'on paye encore je pense qu'on a encore des montants envoyés aux gars qui l'organisaient. 15 ans après. Parce que moi, je payais pour la facture à Guillaume, son souper. Ça m'a coûté plus cher qu'à LAC, admettons. J'essaie de penser. Moi, mon party de recrue, c'était à Vegas. C'était à Vegas, je pense qu'en plus, c'était la première année de l'équipe là-bas. On avait... à chaque année, ça tombe on joue comme un... On arrive à Vegas, je pense, comme un vendredi ou un jeudi, puis on joue le dimanche à Vegas. Quelque chose comme ça. Puis, on a passé la journée là. On a fait des activités. Les vétérans nous ont fait faire comme des photos avec Elvis, des choses comme ça. Mais la facture, j'ai commandé une bouteille de vin. Un vétéran m'a dit commande une bouteille de vin puis pour que les gars ils puissent boire puis tout. Puis j'ai pas vu le prix. J'ai juste dit celle-là a l'air bonne. Mais à la fin, j'ai pas pensé aussi que c'est moi qui allais ramasser la facture de la bouteille parce que c'est moi, il fallait que je commande la bouteille pour eux. Puis avoir su que c'est moi qui allais payer, j'aurais sûrement pas acheté ça. Mais j'ai eu les gars, ça commandait. Je pense qu'il y en avait un, il a commandé du caviar. Il a pris une bouchée, il a dit j'aime pas ça. C'est moi, il faut qu'il ramasse cette facture-là après. Mais ils font à chaque année, ils font quelque chose de fun pour les gars. Fait que tu te sens-tu bizarre? On n'a pas eu la chance de jouer à Vegas, mais quand tu arrives là-bas, là, t'as-tu l'impression que tu t'en vas jouer un match de hockey ou t'es en vacances? Ou... Je comprends que vous êtes des pros, puis vous allez tout donner, puis vous êtes sérieux, puis tout ça, mais ça doit être bizarre d'arriver sur la strip, là, puis s'en aller jouer un match de hockey. Ouais, c'est bizarre, là, comme j'ai dit, les 3 ans, on a 3 jours à Vegas, fait on a le temps d'en profiter un peu, mais quand la game arrive, ils font tellement une bonne job avec le côté marketing, la musique, toutes ces choses-là.
c'est comme si tu joues dans un club. C'est comme si tu joues dans un bar à 2 heures du matin. C'est fou. De la musique, toute la game, les fans sont dedans. Honnêtement, c'est une des meilleures atmosphères dans le national. Bon. Non, ça doit. Je pense qu'ils ont réussi vraiment leur entrée. Puis, honnêtement, un club d'expansion qui fait la finale de la Coupe, puis 2 ans après, s'en vont en corridor, c'est assez exceptionnel. J'ai hâte de voir s'ils vont changer les règlements. Avant d'aller rencontrer ton père. Ça fait 3 fois qu'on lui dit ça, Guy. Ça fait 3 fois qu'on lui dit ça. Ça s'en vient, mais on a un petit segment, la petite vite qu'on appelle. Tu sais, la poche bleue, la petite vite. On trouvait ça encore une fois très, très drôle. C'est 2 questions bien, bien vite. Ton foursome de golf de rêve? Probablement Conor McGregor. J'aimerais ça. C'est un gars quand même intéressant. Il a des bonnes histoires. Bon, d'autres. J'aime le soccer, fait que j'irais peut-être Cristiano Ronaldo. Puis après ça, un autre. Je sais pas, là. Un qui a l'air le fun, c'est un joueur de hockey. Je veux pas être un joueur de hockey qui dit un joueur de hockey, mais un que j'aimerais ça avoir des histoires, c'est soit Kudobin, de faire le gardien en ce moment pour Dallas, qui a l'air drôle, ou Ovi, qui a aussi l'air d'avoir des bonnes histoires. Puis les Russes ont toujours des bonnes histoires. Là, fait que, 100% avec toi. Moi, Ovi est dans mon foursome. Ça, c'est 100% certain. Ah, c'est bon. Puis la demande d'autographe la plus inusitée ou la personne la plus impressionnante ou surprenante qui t'a demandé un autographe? Ou à qui t'a demandé un autographe? À qui j'ai demandé un autographe? Je vais te donner un exemple avant que tu parles. Guillaume, là, moi, on a joué à Los Angeles, puis il a vu Janet Jackson dans un auto. Il avait le nez, il était écarté sur l'auto, puis tu sais, il comprenait pas que c'est une superstar puis qu'elle avait des bodyguards. Là. Il avait le nez dans la vitre, puis il regardait « Hey, c'est Janet Jackson! C'est Janet Jackson! » Il s'est fait tasser, ça n'a pas été trop long. La commotion. Nous, honnêtement, moi, personnellement, j'en ai pas, mais j'ai fait partie d'une. On était à Los Angeles pour notre bye week, puis je vais pas dire le nom du gars de notre équipe, mais on était à un restaurant. Puis la table à côté de nous autres, il y avait Jamie Foxx. Puis on a dit au gars, c'est le gars qui veut prendre des photos avec tout le monde. Puis on a dit, prends pas une photo, c'est pas le type de restaurant, ils vont nous mettre dehors. Il dit, mais non, c'est pas grave. Là, on sait pas, Jamie Foxx est à la salle de bain. Puis notre gars, il s'est levé, il dit, je vais à la salle de bain, je reviens. Il en revient 5 minutes plus tard, les mains derrière le dos. C'est les bodyguards de Jamie Foxx sont là, ils disent, sortez, vous en allez du site, vous partez du restaurant. Là, on n'a pas eu le choix, on est parti, là, mais. Ça, c'est la seule que j'ai. Oh, wow. C'est la bonne place pour prendre une photo dans la salle de bain, surtout. c'est ça. C'est vraiment bon. All right. On rentre le père Éric Dubois. C'est le fun au bout. J'ai des questions super intéressantes parce qu'une relation père-fils, mais père, oui, on te certifie, Pierre-Luc, avant que ton père arrive, tu es certifié la poche bleue. Ça veut dire que tu étais un invité A1, tu as ton petit certificat. Merci beaucoup d'être venu. On rentre ton père, on vous garde les deux. On vous garde les deux parce que ça va être très bon. Ton père, je le connais un petit peu. J'ai des questions aussi de ses années juniors. Je pense que il doit s'en faire parler assez souvent. Salut Éric, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Salut Éric, merci d'être parmi nous ce soir. Hey, Pierre-Luc, cache ta bière, là. Cache ta bière, non, je suis surpris qu'il ait su comment se mettre sur Zoom. Je pensais que ça allait prendre un peu de temps. On va commencer tout de suite. Je m'en vais directement au point. Éric, c'est quoi le meilleur conseil que tu as? Parce que pour faire une big picture aux gens, Éric Dubois a été entraîneur junior majeur, a été entraîneur présentement, assistant coach dans la Ligue américaine avec Pascal Vincent. Donc, tu es un gars qui connaît la game, tu es un gars qui l'a joué. Puis là, tu as un gars qui a été drafté 3e, qui joue dans la Ligue nationale. On veut comprendre la relation entre les deux, ce qui se passe, puis dans le mental d'un puis de l'autre. Le meilleur conseil qu'Éric Dubois a donné à Pierre-Luc, puis Pierre-Luc, le meilleur conseil qu'Éric t'a donné. Le meilleur conseil, je dis souvent, il faut avoir des mémoires sélectives. Ce qu'il faut que tu oublies, il faut que tu passes à autre chose rapidement. Amuse-toi, il faut que tu aies du fun. Moi, j'ai toujours pensé que Pierre-Luc a plus de succès quand il s'amuse sur la glace que quand il joue enragé ou il joue fâché. Fait que, c'est probablement les conseils que je donne le plus régulièrement. Fait qu'il a pensé Éric, les playoffs. Éric, toutes les coachs. On s'est parlé après le deuxième match. Ça, c'est ça.
Le conseiller t'a aidé. On a toute une vision de la game, une façon différente de penser. Moi, on se demandait, moi, puis Guillaume, mais mettons ton fils joue dans la Ligue nationale, toi, tu es entraîneur, tu connais le hockey, tu connais la game. Si, admettons, Pierre-Luc, ton coach, te dit quelque chose, puis après, tu appelles ton père, puis c'est pas la même affaire. Admettons, ton coach, il te dit tu mets trop de pression, par exemple, puis ton père, il dit je trouve que t'en mets pas assez. Comment vous gérez ça entre vous autres? Parce que l'opinion de ton père est très importante, mais en même temps, il faut que tu respectes le système de ton coach. Ouais, ben, c'est ça. Après pas mal toutes mes games, là, j'appelle mon père, on parle de la game. Mais tu sais, mon père, il m'a toujours dit qu'en bout de ligne, le coach, c'est le coach, puis c'est lui le plus important. Tu sais, l'opinion de ton père, ben, pour moi, c'est l'opinion de mon père, c'est très important, mais si mon coach il dit le contraire, il faut que j'écoute mon coach. Fait que ça n'a jamais été, il n'y a jamais été un père qui me dit écoute pas ton coach ou fais pas ce qu'il dit. Il m'a toujours dit bon, peut-être que lui, des fois, il pensait pas exactement ce que le coach pensait, mais en bout de ligne, c'est le coach le boss. Ouais. Dis Eric, je veux t'entendre là-dessus, ça m'intéresse. Oui, bien, j'ai toujours pensé que, tu sais, les gars, vous avez joué, là, des fois, évacuer nos frustrations, évacuer ce qui s'est passé durant un match, ça nous fait du bien. Fait que j'ai toujours voulu être à l'écoute de Pierre-Luc avant tout, au lieu d'émettre mon opinion. Fait que c'est pas mal ce qui se passe entre nous deux, là. Souvent, Pierre-Luc va me parler de son match, j'écoute, puis je garde mes opinions pour moi, à moins que je vois quelque chose de primordial, là. Moi, la question aussi, on parle souvent à Eric parce que je veux pas nos parents, c'est eux autres qui donnent l'exemple, c'est eux autres qui donnent des conseils. Est-ce que c'est arrivé déjà que tu dis hey, PL, j'ai cette situation-là qui se passe dans mon vestiaire puis je sais pas comment le gérer. Donne-moi un conseil de jeune qui est dans le vestiaire. Oui, je l'ai fait il y a 2 ans. J'avais un jeune joueur qui venait de l'Europe, puis je trouvais que mon approche ne fonctionnait pas avec lui, puis j'en ai parlé avec Pierre-Luc, il dit pas assez ça. Tu sais, des fois, les Européens pensent autrement que nous autres, puis j'ai essayé, puis ça a fonctionné. Fait que oui, c'est arrivé là, il y a 2 ans, entre autres. OK, c'est intéressant. Je vous mets dans un scénario fou, là. Tu te ramasses dans la Ligue nationale, coach, en finale de la Coupe Stanley contre ton fils. Mon match le match qui est venu me chercher le plus d'énergie, c'est le premier match que j'ai joué contre Pierre-Luc dans le junior quand il était à Cap-Breton. Moi, j'étais à Rimouski à l'époque. Puis notre premier match qu'on a joué un contre l'autre, je vais t'avouer, Maxime, là, à la fin du match, j'étais épuisé. Je pense que ça m'a pris 10 minutes de sortir de la ville. Je dormais déjà dans le bol. Émotivement, là, je m'en allais de gauche-droite. Je voulais que Pierre-Luc fasse bien. En même temps, je ne voulais pas qu'il marque de but ou qu'il crée des chances de marquer. Fait que mes émotions se sont garochées de gauche-droite toute la soirée. À un point tel qu'à la fin de la game, là, j'étais brûlé et ça m'avait marqué. Fait que j'ai l'impression que si jamais ça se produit dans la Ligue nationale, c'est probablement la même chose qui va se produire. Fait que mes émotions vont aller de gauche-droite, puis à la fin de la game, ça va être brûlé. Avais-tu scoré? Non, je pense qu'on avait gagné, mais 5-4 en bon shootout. 5-4 en shootout, je pense. 5-4, j'adore ça. Mais est-ce que, tu sais, moi, je viens d'une famille de hockey, mon frère a joué, puis nos conversations tournent souvent autour du hockey, là. Fait que j'imagine pas quand le père est dans la Ligue américaine, le kid est dans la Ligue nationale. Réussissez-vous à parler d'autres choses? Ouais, quand même, là, mais ma mère est américaine, fait qu'elle elle parle le français, mais c'est plus facile pour elle l'anglais. Fait qu'elle sait que quand on tourne au français, qu'on commence à parler de hockey, là. Fait que, on trouve d'autres choses à parler, mais souvent, après les games, j'appelle mon père. Ma mère, elle veut être au téléphone, puis je m'allais sur speaker, mais je vais parler en français parce que c'est par mon père. Puis, mais on parle d'autres choses, comme quand j'étais à Winnipeg pour la quarantaine. J'ai fait 7 semaines à Winnipeg. Ouais. Ça fait du bien. Là, je pense qu'on n'a pas parlé de hockey pour le premier mois, puis après ça, on commence à trouver le temps long, on a commencé à parler de hockey, là, mais on trouve d'autres choses à faire. Est-ce que vous aviez le même idéal, admettons, dans ta jeunesse, ton père puis toi, de qui tu voulais devenir comme joueur de hockey? Ouais, ben je me souviens, je n'aimerais pas de nom, là, mais mon joueur préféré, c'était, je ne vais pas donner son nom, mais c'était un bon joueur, mais je disais, ouais, c'est mon joueur préféré, il se battait, il jouait bien, puis tout. Mon père disait, ouais, tu peux peut-être que tu peux faire plus de points, là, peut-être que tu peux, peut-être tu n'as pas besoin de te battre autant, là, peut-être que tu pourrais être
un meilleur joueur, tu sais, peut-être que tu vas marquer plus de buts. Je fais non, je veux être ce gars-là. Il était comme, non, mais c'est pas que c'est un mauvais joueur, mais c'est juste que, tu sais, peut-être que tu pourrais marquer 10 buts de plus, 10-15 passes de plus par année. Fait genre, ouais, peut-être, là, mais, tu sais, puis en plus, lui, c'est un défenseur. Puis moi, je joue à la défense. Quand j'étais plus jeune, j'ai changé pour être attaquant. Mais, tu sais, on a toujours quand même pensé la game de la même façon. Pierre-Luc, à quel âge tu as changé de défenseur à attaquant? J'avais 10 ans ou 11 ans, je pense. Bon. Ouais. Première année à tombe. Fait que pour les Non, parents, deuxième année à tombe. pour les parents dans le novice puis le mec qui nous écoute, là, ça change rien. OK? Ouais, puis Guillaume, je trouve que l'opinion d'Éric là-dessus, là, comme coach, là, c'est important d'avoir joué deux positions. C'est qui a décidé que OK, on essaie à l'attaque, puis qu'est-ce que tu penses de ça? Justement, comme Guillaume dit, là, pour les jeunes, je trouve qu'à 8 ans, là, décider une position, c'est peut-être un peu trop jeune. Non. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Max. Je me souviens que ma dernière année en Europe, des fois, je m'impliquais avec le hockey mineur. Puis, il y avait un entraîneur, c'était un Tchèque, Bedřich, qui s'appelait. Et puis, jusqu'au Pee-Wee, la première pratique de la semaine, c'était 20 minutes. Les défenseurs, vous allez à l'attaque. Les attaquants, vous allez à la défense. Puis, le dernier 20 minutes, on inversait. Les attaquants vont retourner à l'attaque. Puis, sa méthode, c'était que les joueurs, on est qui pour dire qu'un jeune à 8 ans, 10 ans va être un meilleur défenseur qu'un attaquant? Fait qu'on va développer les deux positions. Ils vont voir différentes situations de match. Ils vont voir la glace différemment. Je pense que ça va être bon pour tout le monde. C'est ridicule de penser qu'un jeune doit devenir un attaquant à 8 ans, 9 ans, 10 ans. Je pense que ça a été une bonne chose pour Pierre-Luc de commencer sa jeunesse à la défense. Et puis, aussitôt dans le fond, là, ce qui est arrivé, c'est qu'il a pogné un entraîneur qui voulait que Pierre-Luc arrête de monter à rondelle. Okay. Aussitôt qu'il a dit à Pierre-Luc, je ne veux plus que tu transportes la rondelle, je ne veux plus que tu te portes à l'attaque, Pierre-Luc a dit, pas de problème, je m'en vais comme attaquant. C'est vraiment ce qui est arrivé. Là. C'est quoi la plus grosse adaptation, Éric, pour un coach dans les dernières années? Ça fait plusieurs années que tu coaches. Un de mes films préférés, tu dois t'en faire parler souvent, c'est Junior Majeur quand Ryan fait crisser dehors de la photo d'équipe. J'adore ça, c'est très, très bon. Puis Bécomo, ils nous en prendront pas. Puis Rimouski, ils nous en prendront pas. Ça fait 2 ans qu'ils nous battent. Moi, c'est mon film. J'ai trouvé parents dans ce film-là, mais c'était Éric Dubois-là de 2005. Puis aujourd'hui, c'est quoi l'adaptation qu'il a fallu que tu fasses? Les jeunes veulent des exemples. Ils veulent savoir c'est quoi, pourquoi je dois faire ça, pourquoi je devrais devenir ce type de joueur-là. Ils veulent des exemples, ils veulent savoir pourquoi, un peu plus qu'à l'époque que je jouais. À l'époque, on jouait, c'était plus tu fais ça, puis tu poses pas de questions. À cette heure, les jeunes veulent comprendre, veulent savoir pourquoi. Tu sais, les statistiques aujourd'hui sont très importantes pour les jeunes. Fait que pourquoi je devrais me concentrer sur mon jeu défensif? Je pense que je peux faire des points, etc. T'sais, fait que c'est vraiment de leur faire comprendre et leur montrer le pourquoi. Là. Il faut vraiment que tu aies des exemples concrets pourquoi ils doivent se concentrer sur telle situation. Puis il y a une dernière question qui m'intéresse. Pour les gens à la maison, c'est combien d'heures par semaine coacher dans la Ligue américaine que vous mettiez sur le vidéo, que vous êtes assis devant un écran, puis toi, en plus, tu pognes de l'extra, fait que faut que tu regardes les games de Columbus après. Moi, je trouve ça drôle parce que mes amis pensaient qu'en arrêtant de jouer au hockey ou en devenant entraîneur, je serais plus souvent à la maison, mais dans le fond, tu arrives à bonne heure, j'arrive entre 6h, 6h30 à l'aréna, on fait du vidéo, des fois, je vais faire un peu de vélo avant de commencer, mais on quitte l'aréna quand il est 5h, 6h le soir. On passe nos journées à découper des séquences pour entre autres pour moi, pour mes défenseurs, mais on coupe aussi des séquences pour les matchs, les équipes qu'on va affronter au cours de la fin de semaine. Je veux dire, on en passe du temps à l'aréna, puis on passe du temps devant notre ordinateur, là, à un point tel que mes yeux brûlent à la fin de la journée. Quand la poste bleue t'appelle faire une entrevue le soir, t'es comme ça s'appelle de la gentillesse, Guy. Dernière question, puis je vous laisse aller vous coucher. Éric, dans la Ligue américaine, là, c'est quand même une situation particulière. Tu coaches des gars, tu coaches une bonne équipe, mais tu sais que tes meilleurs joueurs, à un moment donné, vont partir pour la Ligue nationale. Est-ce que c'est difficile à manager comme coach? Non, pas vraiment. C'est l'objectif premier là, de faire graduer les joueurs. Puis surtout aussi à Winnipeg, là, le mandat est très clair. Qu'on gagne pas, il sait que le mot, c'est pas si important que ça, autant qu'on aide les Jets à gagner. Fait qu'il faut vraiment développer les jeunes dans le système. Il faut vraiment les développer afin qu'éventuellement... Puis surtout en étant un petit marché, là, où c'est que
comme tu as mentionné un peu plus tôt avec Columbus, c'est difficile d'avoir des joueurs autonomes. Fait qu'il faut vraiment que tu développes par le repêchage. Il faut vraiment que tu développes les jeunes après. Puis, c'est vraiment notre mandat premier. Fait que quand les jeunes graduent, bien, on est très content pour eux autres. C'est comme ça que ça devrait être fait. Pas regarder parce qu'on entend souvent parler, là, puis un qui a mangé sa volée, c'est Lefebvre avec quand il était à Saint-Jean. Partout, on regardait les statistiques. Je pense qu'il faut regarder le développement et le nombre de joueurs qu'on réussit à monter pour vraiment évaluer la capacité d'un entraîneur de la Ligue américaine à développer. Puis je pense que c'est une de vos forces, justement, avec le Moose. Éric, Pierre-Luc, merci d'être venu passer du temps avec nous autres, les boys, d'avoir les deux ensemble, d'avoir un 20 minutes avec Pierre-Luc, d'avoir Éric. Ça a été vraiment trippant. On vous remercie. Donc, on vous souhaite bonne saison quand elle va repartir. Éric, on le sait que c'est à peu près décembre. Pierre-Luc, on ne sait pas encore avec la Ligue nationale, mais merci beaucoup. Tout le succès à vous deux, les boys. Salut les boys. Merci beaucoup. Infiniment. Merci Bonne beaucoup. chance.